Vous est-il déjà arrivé de croire qu'un couple était indestructible au point d'en faire presque un repère collectif? De penser que certaines histoires d'amour, parce qu'elles sont discrètes, élégantes, sans ce scandale apparent, sont à l'abri des fissures, et si l'une des séparations les plus marquantes de ces dernières années ne s'était pas produite dans le bruit, la colère ou la trahison, mais dans le silence, l'usure et l'indifférence. Ce que vous allez entendre n'est ni une rumeur, ni un récit à sensation. C'est une plongée patiente et lucide derrière les apparences, derrière les sourires maîtrisés, derrière la lumière et la gloire. Sur la chaîne Derrière la gloire, nous nous attachons à raconter ce qui ne se montre pas, ce qui ne se dit pas, ce qui se vit à huis clos. Si ces histoires vous touchent, pensez à soutenir ce travail par un like, un partage, un abonnement. Et puis, si vous le souhaitez, via le bouton Super Thanks, afin que nous puissions continuer à explorer ces récits humains jusqu'au bout. Car il est une question qui traverse aujourd'hui les esprits. Comment le couple formé par Faustine Bollaert et Maxime Chatham, si respecté, si discret, si souvent cité comme un exemple d'équilibre moderne, a-t-il pu se déliter sans éclat, presque sans mots? Comment une femme associée à l'écoute et à la bienveillance a-t-elle pu un jour murmurer, sans colère apparente, « Je ne lui pardonnerai jamais ». Pour comprendre, il faut oublier un instant les titres de presse et revenir à l'essentiel, les êtres humains derrière les figures publiques. Faustine Bollaert n'est pas seulement une animatrice de télévision. Elle est avant tout une présence, une façon d'être là, entièrement, pour les autres. Chaque après-midi, elle recueille des posts et des confidences, des blessures, des fragments de vie. Elle ne vole pas la parole, elle l'accueille. Elle laisse le silence faire son travail. Elle incarne une écoute rare dans un paysage médiatique souvent bruyant. Cette posture ne vient pas de nulle part. Faustine a grandi dans un foyer où l'on parlait, certes, mais où l'on écoutait surtout. Une mère attentive, un père passionné, une éducation imprégnée de chaleur et de retenue. Très tôt, elle apprend que l'harmonie se construit en faisant passer l'autre avant soi. Une leçon précieuse, mais aussi une graine dangereuse, celle qui pousse à supporter plus que nécessaire. Maxime Chatham, de son côté, appartient à un univers radicalement différent. Écrivain reconnu, maître des thrillers psychologiques, il explore les zones d'ombre de l'âme humaine. Là où Faustine se nourrit du réel et de la parole, Maxime se réfugie dans la fiction et le silence. Là où elle s'ouvre, il s'enferme. Deux dynamiques opposées, mais qui, au départ, semblent se compléter. Lorsqu'ils se rencontrent, leur histoire a tout d'un roman. La lumière et l'obscurité, l'écoute et l'introspection, la stabilité et l'intensité créative. Ils se marient en 2012, loin des excès médiatiques. 2 enfants naissent, Abby puis Peter. Leur couple devient, pour beaucoup, un symbole de simplicité et de solidité. Pas d'exposition outrancière, pas de mise en scène permanente. Une vie apparemment protégée du tumulte. Dans cette configuration, Faustine trouve naturellement sa place. Elle comprend les silences de Maxime, ses retraites nécessaires à l'écriture, ses longues heures passées dans son bureau. Elle admire cette exigence, cette rigueur presque ascétique. Elle ajuste son rythme, absorbe les absences, maintient l'équilibre familial. Comprendre devient une habitude. S'adapter, un réflexe. Mais comprendre n'est pas porté seul. Et c'est précisément là que, sans bruit, quelque chose commence à se déplacer. Les heures d'écriture de Maxime s'allongent. Ce qui était un espace créatif
devient progressivement un territoire clos, la porte du bureau. Ces petits ferme plus souvent, plus longtemps. Faustine continue d'expliquer, d'atténuer, d'excuser. Elle comble les vides, organise la maison, soutient les enfants, rassure, elle tient. À l'extérieur, rien ne trahit ce glissement. Les apparitions publiques sont rares, mais cohérentes. Les interviews restent sobres. Le public continue de croire à l'évidence de leur harmonie. Et c'est justement cette absence de signes visibles qui rend la fracture plus profonde. Certaines ruptures ne commencent pas par un cri ou une dispute. Elles commencent par un mot banal, presque anodin. Plus tard. Un mot qui repousse, qui diffère, qui évite. Un mot qui, répété, finit par devenir une frontière invisible. Un soir, Faustine rentre tard d'un tournage éprouvant. Les enfants dorment. La maison respire encore la chaleur d'un dîner qu'elle n'a pas partagé. Une lumière filtre sous la porte du bureau. Bureau de Maxime. Elle frappe doucement. Pas de réponse. Elle frappe à nouveau, un peu plus fort. Toujours rien. Lorsqu'elle ouvre, elle découvre un homme penché sur des pages sombres, entouré de livres, de feuilles annotées, d'un café refroidi. Elle prononce simplement « On doit parler ». La réponse tombe, brève, sans détour, plus tard. 2 syllabes, sans colère, mais chargées d'un refus net. Ce n'est pas un ajournement, c'est une mise à distance. Faustine reste immobile quelques secondes, comme si le mot pouvait se transformer, s'adoucir. Il ne le fait pas. Elle referme la porte sans bruit et descend dans la cuisine. Le réfrigérateur ronronne, l'horloge marque le temps, mais l'espace lui semble soudain immense, étranger. Les mains posées sur la table froide, elle respire profondément. Ce n'est ni la colère ni la tristesse qui l'envahit, mais une certitude glaciale. On ne peut pas réparer seul ce qui a été construit à 2. Dans ce silence épaisse, elle murmure une phrase qui ne cherche pas à blesser mais à constater. Je ne lui pardonnerai jamais. Pas parce qu'il a crié, pas parce qu'il a trahi, mais parce qu'il a cessé d'essayer. À partir de là, rien n'explose, tout continue, en apparence. Faustine poursuit son travail, sourit à l'antenne, recueille les douleurs des autres. Maxime écrit, voyage, disparaît dans ses tournées et ses nuits de création. La distance devient une habitude, une organisation tacite. Chacun vit dans le même espace, sans habiter la même vie. L'été 2024 révèle ce que beaucoup n'avaient pas vu. Sur les réseaux sociaux, des photos apparaissent, les enfants qui rient, la mer, les ciels rosés. Un détail frappe les regards attentifs. Maxime est absent. Pas une silhouette, pas une ombre. Les questions surgissent. Faustine répond calmement qu'il termine un livre. Une phrase simple, mais qui porte une fatigue nouvelle, presque résignée. Sur les plateaux, ceux qui travaillent avec elle perçoivent un changement subtil. Elle arrive plus tôt, repart plus vite. Lorsqu'un invité parle d'amour, de rupture ou de trahison, une seconde de silence traverse son regard. Une seconde imperceptible pour le public, mais lourde de sens pour ceux qui savent lire entre les lignes. En janvier 2025, lors de l'anniversaire de leur fille, l'absence se répète. Les ballons, le gâteau, les rires d'enfants, et toujours ce vide. Un commentaire disparaît. Faustine ne répond pas, car comment expliquer ce qui est devenu plus parlant que n'importe quelle justification? Peu à peu, l'attente s'éteint, non par rancœur, mais par épuisement. Le cœur n'a plus la force de tendre la main dans le vide. Faustine avance, sans bruit, sans déclaration, quelque chose en elle se défait, tandis que quelque chose d'autre commence à se recomposer. Ce qui se jouait alors ne relève plus de l'événement visible,
mais d'un déplacement intérieur. Faustine ne claque aucune porte. Elle ne formule aucun ultimatum. Elle continue d'être là, mais autrement, comme si quelque chose s'était figé en elle, non pas par dureté, mais par lucidité. Car lorsqu'on a trop longtemps tenu un édifice à bout de bras, il arrive un moment où l'on cesse non par faiblesse, mais par survie. Depuis des années, Faustine vit dans une posture que beaucoup de femmes reconnaîtront sans toujours la nommer. Celle de la femme pilier, celle qui soutient, qui ajuste, qui absorbe les tensions pour que l'ensemble tienne encore un peu. Cette posture n'est pas née dans son couple, elle l'a précédée. Elle s'est construite dans l'enfance, dans cette conviction intime que l'amour se prouve par la capacité à encaisser, à comprendre, à attendre. Sur les plateaux de télévision, cette qualité est devenue une force professionnelle. Faustine sait accueillir la parole blessée. Elle sait laisser l'autre aller au bout de son récit. Elle sait que le silence, parfois, dit plus que la question la plus pertinente. Mais ce qui fait d'elle une animatrice exceptionnelle devient dans sa vie intime un piège redoutable. Car écouter sans cesse, c'est aussi apprendre à taire ses propres manques. Dans son couple, Faustine a longtemps pensé que son rôle était de stabiliser, de compenser, de créer autour de Maxime un environnement suffisamment solide pour que lui puisse se perdre dans ses mondes sans que tout s'effondre. Elle a pris en charge ce qui n'était jamais explicitement demandé, mais tacitement attendu, la logistique familiale, la continuité émotionnelle, la normalité rassurante. Maxime, de son côté, n'a jamais été un homme absent au sens brutal du terme. Il était là, physiquement. Il rentrait, il partageait certains moments. Mais peu à peu, sa présence est devenue fragmentée. À table, son esprit était ailleurs. En vacances, son ordinateur n'était jamais vraiment éteint. Lors des réunions familiales, il se réfugiait dans un coin, absorbé par une idée, une scène, un personnage. Faustine le savait. Elle comprenait. Elle expliquait même aux autres. C'est ainsi que l'indifférence s'installe. Non pas comme un rejet clair, mais comme une absence de disponibilité. Une absence qui n'est jamais formulée, donc jamais discutée. Et Faustine, fidèle à son schéma, a continué de faire ce qu'elle savait faire de mieux, combler. Elle a rempli les silences. Elle a interprété les retraits comme de la fatigue. Elle a justifié les absences par la création. Elle a cru longtemps que l'amour consistait à tenir jusqu'à ce que l'autre revienne. Mais l'autre ne revenait pas vraiment. Il passait, traversait, repartait. Ce déséquilibre n'a pas explosé d'un coup. Il s'est installé comme une lente dérive. Faustine avançait vers Maxime. Maxime reculait sans même s'en rendre compte. Elle tendait la main. Il la prenait machinalement, mais son esprit était déjà ailleurs. Ce n'était pas un désamour brutal. C'était une usure silencieuse, celle qui ronge les fondations comme l'eau use la pierre. Dans ce type de relation, il n'y a pas de coupable évident. Il y a deux rythmes qui se désaccordent, deux manières d'exister qui cessent de se rencontrer. Faustine vit dans le réel, dans la chair des émotions humaines qu'elle côtoie chaque jour à l'antenne. Maxime vit dans l'imaginaire, dans les ombres, dans les labyrinthes mentaux qu'il façonne livre après livre. Autrefois, ces deux mondes se nourrissaient. Désormais, ils se frôlent à peine. Le plus douloureux pour Faustine n'est pas le manque d'amour déclaré, c'est le manque de regard. Le sentiment de ne plus être vraiment vu, d'être devenu une évidence silencieuse, acquise, presque invisible. Et lorsqu'on devient invisible aux yeux de celui avec qui on partage sa vie, quelque chose se brise profondément. À l'extérieur, pourtant,
l'image demeure intacte. Les médias continuent de parler d'un couple solide. Le public admire cette discrétion, cette élégance. Personne n'imagine que derrière cette façade apaisée se joue un lent effritement. Et Faustine, encore une fois, protège. Elle protège l'image. Elle protège les enfants. Elle protège même Maxime, en ne laissant rien filtrer. Mais protéger les autres a un coût. Et ce coût, Faustine commence à le payer intérieurement. Elle rentre chez elle vidée, non seulement par les histoires qu'elle recueille à l'antenne, mais par celles qu'elle ne raconte jamais. Elle se demande parfois si quelqu'un pourrait un jour l'écouter comme elle écoute les autres, si quelqu'un pourrait la porter, ne serait-ce qu'un instant. Ce questionnement reste longtemps enfoui. Faustine n'est pas une femme de plainte. Elle avance, elle assure, elle sourit, mais à force de tenir le corps et l'esprit envoie des signaux, une fatigue plus profonde, une lassitude qui ne disparaît pas avec le repos, une impression diffuse d'être seule, même à deux. C'est dans ce contexte que le fameux « plus tard » prend toute sa dimension. Ce n'est pas un mot isolé. C'est la cristallisation de mois, voire d'années, de mises à distance accumulées. Ce soir-là, Faustine comprend que ce qu'elle demandait n'était pas une conversation, mais une reconnaissance, et que ce refus, aussi calme soit-il, signifiait « pas maintenant, pas toi, pas nous ». À partir de ce moment, quelque chose change subtilement dans son regard. Elle n'attend plus de réparation miraculeuse. Elle observe, elle mesure, elle laisse les choses être ce qu'elles sont sans les enjoliver. Et ce qu'elle voit, c'est un couple qui ne fonctionne plus que par inertie. L'été 2024 ne fait que rendre visible ce qui est déjà acté intérieurement. L'absence répétée de Maxime sur les photos familiales n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une stratégie de communication. C'est le reflet d'une réalité simple. Ils ne partagent plus les mêmes espaces, ni physiques ni émotionnels. Lorsque Faustine répond que Maxime termine ou omnine un livre, elle ne ment pas. Mais elle ne dit pas tout. Elle dit ce qui est acceptable, ce qui ne déclenche pas de tempête. Car à ce stade, elle ne cherche plus à expliquer. Elle cherche à préserver un minimum de paix. Cette paix, cependant, n'est pas encore complète. Elle est fragile. Faustine avance sur une ligne fine, entre loyauté et lucidité, entre ce qu'elle a été et ce qu'elle commande. Elle ne sait pas encore exactement où cela l'amènera, mais une chose est claire. Elle ne peut plus continuer à porter seule. Et c'est précisément à cet endroit, dans cet entre-deux silencieux, que l'histoire bascule définitivement, sans éclat, sans annonce, mais avec une irréversibilité tranquille. Du côté de Maxime, le mouvement est inverse, mais tout aussi silencieux. Là où Faustine s'éveille, peu à peu à une lucidité douloureuse, Maxime s'enfonce dans une forme de retrait intérieur qu'il confond longtemps avec la concentration créative. Écrire a toujours été pour lui plus qu'un métier. C'est une manière d'habiter le monde sans s'y exposer entièrement. Un refuge. Une zone de contrôle dans un réel qu'il a souvent perçu comme trop bruyant, trop exigeant. Depuis des années, Maxime vit entouré de personnages plus présents, parfois, que les êtres réels. Il les entend, les observe, les suit dans leurs obsessions, leurs peurs, leurs violences. Cette immersion constante a un prix. Elle exige un détachement progressif du quotidien, une mise à distance émotionnelle qui peu à peu devient un mode de fonctionnement. Dans le couple, ce retrait n'est jamais revendiqué. Il est vécu comme une nécessité professionnelle, presque comme un sacrifice. Maxime ne se dit pas qu'il fuit, il se dit qu'il travaille, et dans cette confusion, il ne perçoit pas ce qu'il abandonne en chemin.
Faustine n'est pas délaissée volontairement. Elle est simplement reléguée derrière une urgence intérieure permanente. Ce décalage est d'autant plus cruel qu'il n'est pas spectaculaire. Il ne provoque ni disputes éclatantes, ni ruptures dramatiques. Il installe une distance polie, presque respectueuse. Maxime admire Faustine. Il est fier de sa réussite. Il parle d'elle avec affection. Mais cette affection ne se traduit plus par une présence engagée. L'amour chez Maxime reste conceptuel. Il est là comme une idée acquise, un socle stable sur lequel il croit pouvoir s'appuyer indéfiniment. Il ne voit pas que l'amour, pour survivre, a besoin d'être nourri, réaffirmé, incarné. Il croit que le lien tient parce qu'il a toujours tenu. Et cette croyance l'endort. À mesure que Faustine se retire intérieurement, Maxime ne perçoit pas immédiatement le changement. Il confond son silence avec une compréhension accrue. Il interprète son apaisement apparent comme un soulagement. Il ne sait pas que ce calme est en réalité une désillusion mûrie. Car lorsque quelqu'un cesse de réclamer, ce n'est pas toujours parce qu'il a enfin obtenu ce qu'il voulait. C'est souvent parce qu'il a compris que demander ne servait plus à rien. Faustine ne reproche plus. Elle observe. Et cette observation marque un point de non-retour. Dans cet entre-deux, Maxime continue d'écrire. Il publie. Il donne des interviews. Il parle de ses livres, de ses obsessions, de la noirceur humaine. Mais jamais de ce qui se fissure chez lui. Sa parole publique est maîtrisée, cadrée, presque clinique. Sa vie privée reste hors champ, comme s'il fallait la préserver d'un regard trop intrusif, y compris le sien. Les rares moments partagés deviennent fonctionnels. Des discussions logistiques, des décisions concernant les enfants, des échanges cordiaux, mais vidés de leur densité affective. Maxime ne s'en alarme pas. Il pense que c'est la vie adulte, que les couples évoluent ainsi. Il ne comprend pas que ce qu'il appelle stabilité est, pour Faustine, une forme de désert émotionnel. Le plus tragique, peut-être, est que Maxime n'est pas indifférent par manque de sentiments, mais par saturation intérieure. Son monde interne est si plein qu'il ne laisse plus de place à l'autre. Et Faustine, qui a longtemps accepté de vivre dans les marges de ce monde, finit par ne plus s'y reconnaître. Ce glissement atteint un point critique lorsque Maxime commence à trouver normal l'absence. Normal de ne pas être là. Normal de ne pas savoir exactement ce que ressent l'autre. Normal de remettre à plus tard ce qui autrefois aurait semblé essentiel. L'exception devient la règle, sans qu'il en prenne pleinement conscience. Dans les médias, certains commencent à s'interroger. Des photos manquent. Des apparitions se font sans l'autre. Les rumeurs naissent, mais Maxime n'y prête guère attention. Il n'a jamais vécu pour l'image. Il ignore que cette invisibilité progressive n'est plus seulement médiatique, mais intime. Faustine, de son côté, ne confronte pas frontalement. Elle a compris que ce type de distance ne se combat pas par la demande. Elle se protège en se recentrant, en investissant ailleurs ce qu'elle n'obtient plus dans le couple. Son travail devient un espace de respiration. Ses relations amicales se densifient. Elle existe autrement. Maxime observe ces changements sans les relier à lui. Il les voit comme des évolutions normales. Il se rassure dans l'idée que chacun a besoin de son espace. Il ne perçoit pas que cet espace devient un territoire séparé. Lorsque plus tard, il comprendra que Faustine n'est plus simplement fatiguée mais détachée, il sera déjà trop tard pour réparer sans bouleverser l'équilibre qu'il s'est construit. Car ce qui se joue ici n'est pas une crise ponctuelle, mais une lente désynchronisation des élans. Deux trajectoires, qui autrefois se croisaient avec intensité, avancent désormais en parallèle, sans plus se rencontrer réellement.
Et dans ce silence partagé, chacun croit encore, un temps, que l'autre est toujours là, alors qu'il est déjà ailleurs. Il n'y a pas eu de fracas, pas de communiqué officiel, pas de phrase définitive jetée aux médias comme un os à ronger. La fin, si l'on peut appeler cela une fin, s'est installée comme s'installe le brouillard sur une route familière, lentement, sans prévenir, jusqu'à ce que l'on ne distingue plus l'horizon. Et c'est précisément cette absence de spectacle qui dit tout de ce que Faustine est devenue. Car ce que beaucoup ont pris pour une disparition, pour un effacement, était en réalité un recentrage silencieux. À partir de ce moment-là, Faustine ne raconte plus. Elle vit. Les mots qu'elle choisit désormais sont rares, pesés, presque économisés, non par peur, mais par maturité émotionnelle. Elle a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie entière à apprendre. Tout ne doit pas être partagé pour exister. Tout ne doit pas être expliqué pour être légitime. Certaines décisions n'ont pas besoin d'approbation publique. Elles n'ont besoin que d'être justes intérieurement. Sur les plateaux, son regard a changé. Ceux qui travaillent avec elle depuis des années parlent d'une présence différente. Toujours attentive, toujours douce, mais moins perméable. Comme si une membrane invisible s'était enfin formée entre elle et la douleur des autres. Non pas un mur, mais une frontière saine. Elle écoute encore, mais elle ne se laisse plus traverser de part en part. Cette évolution, imperceptible pour le grand public, est pourtant fondamentale. Faustine n'est plus seulement celle qui accueille la souffrance. Elle est devenue celle qui sait jusqu'où elle peut accueillir sans se perdre. Maxime, de son côté, continue d'écrire. Les livres paraissent, les lecteurs sont au rendez-vous, mais certains proches évoquent une tonalité nouvelle, plus dépouillée, moins labyrinthique, comme si la fiction avait perdu son refuge absolu pour devenir un espace d'exploration plus frontal. Rien n'est jamais confirmé, rien n'est revendiqué, mais dans certains silences, dans certaines phrases, ceux qui savent lire entre les lignes perçoivent une forme de lucidité tardive. Non pas des regrets spectaculaires, mais une conscience aiguë de ce qui s'est joué hors du texte. Leur histoire, désormais, n'est plus une histoire à deux. C'est deux récits parallèles qui se déroulent sans se heurter, sans se répondre, mais sans s'ignorer totalement non plus. Il reste les enfants, bien sûr. Ce lien-là, indéfectible, oblige à une forme de respect mutuel, de retenue, de continuité. Faustine protège cet espace avec une fermeté douce. Rien ne filtre, aucun mot déplacé, aucune mise en scène de la séparation. Elle a choisi la discrétion comme dernier geste d'amour, non pas envers Maxime, mais envers leurs enfants. Et c'est peut-être là que réside la véritable élégance de cette histoire. Dans ce refus de transformer une rupture en champ de bataille. Dans cette capacité rare à dire « cela n'a pas fonctionné » sans chercher de coupable à désigner. Faustine ne nie pas la douleur, mais elle refuse qu'elle définisse la suite. Elle avance avec ce mélange de gravité et de légèreté que l'on retrouve chez ceux qui ont touché le fond sans s'y noyer. Sur ces réseaux, les messages ont changé de tonalité. Plus introspectifs, plus sobres, on y parle de limites, de respiration, de temps long, jamais de reproches, jamais de règlement de compte. Comme si elle avait choisi de transformer une épreuve intime en enseignement discret, offert à celles et ceux qui sauront le reconnaître. Ce n'est pas une posture, c'est une cohérence, elle ne prêche pas, elle incarne. Il y a cette phrase, prononcée un jour hors micro, rapportée par quelqu'un de l'équipe, presque anodine, mais qui résume tout.
je ne veux plus être courageuse contre moi-même. Cette phrase-là contient toute la bascule. Faustine n'a pas cessé d'aimer. Elle a cessé de se nier. Et ce déplacement intérieur change tout. Alors que reste-t-il de cette histoire que tant de Français croyaient éternelle? Il reste une leçon silencieuse. L'idée que l'amour ne meurt pas toujours dans le conflit, mais parfois dans l'oubli de soi. Que la fidélité la plus difficile n'est pas celle que l'on doit à l'autre, mais celle que l'on se doit à soi-même. Et que refuser de pardonner n'est pas toujours un acte de dureté, mais parfois un acte de survie. Dans l'ombre de la gloire, là où les regards se détournent, Faustine a reconstruit quelque chose de plus solide que l'image parfaite, une paix intérieure. Elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu, elle a compris, et c'est peut-être cela, la vraie victoire. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne avec vos propres silences, vos propres renoncements ou vos propres renaissances, prenez un instant pour le dire. Vos commentaires nourrissent ces récits que l'on ne voit jamais en une seule image. Pensez à vous abonner à la chaîne Derrière la gloire, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous souhaitez soutenir ce travail d'analyse en profondeur, le bouton Super Thanks est là pour ça. Parce que derrière chaque visage public, il y a une vérité qui mérite d'être racontée. Et parfois, il suffit d'écouter autrement.